Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture. Donc je tiens d'abord à vous préciser que la luminosité risque d'être un peu dégueu et de changer subitement, puisqu'il fait pas très beau, mais de temps en temps le soleil perce à travers les nuages comme là. Mais après ça risque de devenir tout gris à nouveau et heureux du soleil. Bref, on va commencer tout de suite. J'ai 4 livres à vous présenter, dont 2 coups de cœur on va dire, voilà. Et je pense peut-être, non pas ma pire lecture de l'année, mais vraiment une grosse déception. En fait non, il y a quasiment 3 coups de cœur et une grosse déception. D'ailleurs ça a été le dernier livre que j'ai lu de ces 4 là et je pensais vraiment que j'allais vous présenter quasiment que des coups de cœur. Mais non. Tout d'abord je vais vous parler de La nuit n'est jamais complète de Nico Takian. Donc lui c'est vraiment un des plus gros coups de cœur de tous ces livres là et clairement je vais avoir besoin d'un accessoire pour vous parler de ce livre. À l'instar de Séverine avec son slip, moi ça y est, je me suis acheté un Kinder. Et pourquoi je me suis acheté un Kinder et pourquoi je vous le montre? Tout simplement puisque ce livre m'a fait ce que j'appelle l'effet Kinder. Donc je vous remettrai la petite vidéo si vous n'aviez pas vu la première vidéo où je vous parlais de cet effet Kinder. C'est tout simplement, vous voyez, on commence le livre, on est bien, c'est sûrement dû à la plume de l'auteur, mais on a l'impression que le livre a été écrit pour nous, qu'il est, je sais pas, que j'arrive pas à vous expliquer. Et je me suis posé une question en fait, est-ce que tous les livres qui me font un effet Kinder sont des coups de cœur? Et est-ce que tous les coups de cœur que j'ai sont des effets Kinder? Enfin bref, c'est la même chose que je vous dis. Mais je me suis rendu compte que un livre qui ne me fait pas un effet Kinder peut être un coup de cœur. Voilà, après tous les livres effets Kinder que j'ai eus ont été des coups de cœur, mais c'est pas obligatoire pour que ce soit un coup de cœur pour moi. Bref, on va arrêter de blablater. Je vais d'abord vous parler de l'histoire. Donc on suit Ariel et Jimmy, donc un père et une fille, qui traversent le désert, donc c'est en Amérique du Sud je crois. Donc ils sont en voiture, ils doivent aller dans une ville et il n'y a qu'une seule route pour y aller. Et c'est vraiment donc à travers le désert, donc il y a très peu de croisements avec d'autres routes. Et à un moment, ils sont arrêtés par un barrage policier où il y a d'autres voitures arrêtées. Et en fait, le policier leur dit qu'il y a eu un glissement de terrain et qu'il y a une grosse faille un petit peu plus loin et que du coup, ils ne peuvent pas avancer en fait. Le problème, c'est que comme c'est en plein désert, ils n'ont pas assez d'essence pour repartir en arrière et aller jusqu'à la prochaine station essence. Du coup, ils sont obligés de rester dormir sur place, voilà, en attendant de voir ce qui peut se passer. Le lendemain matin, ils se réveillent très tard tous. Et ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de batterie dans leur voiture, aucun. Donc c'est un petit peu bizarre. Et surtout, le policier a disparu. Donc, ils n'ont plus de moyens de locomotion, du coup ils vont partir à pied et ils vont très vite trouver une mine abandonnée où il y a un petit village pour les mineurs qui habitaient là. Et dans ces maisons il y a un petit peu des vivres, du coup voilà, ils s'installent là en attendant de trouver une autre solution. Sauf qu'il va commencer à se passer des choses bizarres. Voilà, des choses bizarres. C'est ça on va dire le pitch de base. J'ai vraiment adoré, donc comme je vous l'ai dit ça m'a fait un effet Kinder, donc du coup j'étais bien dans cette lecture, dès le début j'étais bien et voilà, et j'ai adoré l'ambiance, alors même si moi je préfère les ambiances un petit peu glacées, froides, voilà en hiver, là on est dans le désert, c'est très étouffant, ça m'a un petit peu, vous voyez moi je suis un petit peu claustro et ça m'a un petit peu mis mal à l'aise parce que, alors ils ne sont pas enfermés, hein, ils sont au beau milieu du désert, mais ils ne peuvent aller nulle part parce que ils n'auront pas forcément assez de... Enfin, tout est très très loin, même en voiture, tout est très très loin. Alors à pied, ils sont bloqués sur place, quoi. Et c'est... Franchement, c'est malaisant, voilà. Surtout quand on est un petit peu, voilà, claustro. Même si c'est pas... Enfin, c'est pas vraiment de la claustrophobie, mais bon, bref. J'ai vraiment adoré et il y a des moments qui font un petit peu peur, hein. On part à limite un petit peu dans l'horreur à certains moments. J'ai vraiment adoré et la fin,
la fin, voilà, la fin. J'en dirai pas plus, mais la fin. Voilà, franchement, ce livre, ça a été un immense coup de cœur. Et il est tout petit, voilà, il fait à peine 230 pages. Si vous avez la possibilité de le lire, mais allez-y, franchement, je vous le conseille absolument. J'ai ensuite lu un livre sur ma Kindle, donc je vous mettrai la photo juste là, c'est Les Refuges de Jérôme Loubry, donc je pense que vous en avez entendu beaucoup parler dernièrement, hein, puisqu'on le voit un petit peu partout, et surtout c'est un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Et moi, c'est pas à 100% un coup de cœur, mais on y est presque, franchement on y est presque. Donc c'est un livre un petit peu... Ça y est, le soleil s'est barré. C'est un livre un petit peu compliqué à vous présenter, puisqu'il peut très vite devenir spoilant. Donc je vais vraiment vous parler vraiment de la base quoi, de l'histoire. Donc en fait on a Sandrine, je crois qu'elle s'appelle comme ça, oui, qui vit en Normandie, donc à Villers-sur-Mer. Oui c'est ça? Oui, donc c'est une ville où j'ai été, pour ça que je l'ai retenue. Donc elle vit en Normandie, elle est journaliste, elle travaille dans un petit journal local. Et un huissier, non un notaire va la contacter pour lui apprendre que sa grand-mère est décédée. Donc grand-mère qu'elle n'a jamais vue de sa vie je crois, puisque sa mère disait qu'elle était folle, qu'elle vivait sur une île et qu'elle était complètement illuminée. Et donc on va lui dire que il faut qu'elle vienne vider la maison et récupérer les affaires de sa grand-mère. Donc elle va aller sur cette petite île qui est au bord, enfin oui qui est toujours en Normandie au bord de la mer. Et cette île, elle est, comment dire, c'est une réserve ornithologique, mais avant ça, c'était, ça a été un camp de vacances dans les années 40, fin des années 40, après la guerre en fait. Pour les enfants qui ont vécu la guerre, ils pouvaient aller en vacances là-bas. Et donc sa grand-mère travaillait là-bas en tant que... elle s'occupait des enfants. Et donc sur l'île, il ne reste que des gens qui travaillaient dans ce camp de vacances. Voilà, le propriétaire de l'île ne veut pas les chasser, ils attendent tout simplement qu'ils décèdent les uns après les autres. Et pour après que ça devienne à 100% une réserve ornithologique. Bref, donc elle va débarquer sur cette île. Au final, sa grand-mère, elle n'est pas du tout décrite par ses anciens voisins, voisins et collègues, de la même façon que par sa mère. Hein. C'était une femme très gentille apparemment. Qui avait le cœur sur la main, voilà. Et voilà, donc elle va découvrir un petit peu tous ces personnages sur cette île et découvrir un petit peu les secrets de l'île. Donc ça, voilà, c'est la base. Voilà, je m'arrête là. Donc franchement, ce livre, ce qui m'en ressort à la fin, c'est que je me suis pris un sacré paquet de claques dans la tronche. C'était... Voilà, comme disait Séverine dans sa vidéo Update Lecture où elle en parle, enfin bilan de lecture où elle en parle, je fais partie de la petite minorité qui pense que qu'il y avait un chouïa trop. Voilà, et du coup ça m'a un petit peu trop... Voilà, je sais pas trop comment vous dire, je peux pas vous en parler parce que j'ai pas envie de spoiler ce livre et c'est très facile de le spoiler. Et c'est très dommage parce que franchement c'est vraiment un livre à découvrir. J'ai adoré la plume de Jérôme Loubry. Et voilà, et je vous le dis, c'est des claques et des claques et des claques. Et voilà, je peux que vous conseiller de mettre la main sur ce livre et de le lire. Puisque moi je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je vais ensuite vous parler de mon troisième. Lui c'est vraiment un vrai coup de cœur je pense. Et c'est Dans la forêt de Jean Egland chez Gallmeister dans la collection Totem. Donc ce livre c'est un vieux livre quand même, il a été écrit en 96. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, lui c'était un livre pour le Pumpkin Autumn Challenge, pour valider la catégorie couleur de la nuit. Et lui il valide la catégorie nostalgie dans le challenge Back to Books, puisqu'il a été écrit au 19e, au 20e siècle, oui, en 96. Donc en fait dans cette histoire on se retrouve avec Nell et Eva qui sont deux sœurs de 17 et 18 ans qui vivent dans leur maison, enfin la maison familiale au milieu de la forêt, donc c'est dans la forêt de Sequoia en Californie, voilà. Leurs deux parents sont décédés au moment où l'histoire commence.
puisque l'histoire commence un soir de Noël. Donc ce qu'il faut que je vous dise avant, le plus important, c'est que cette histoire se déroule après un effondrement de la société, alors au moins aux États-Unis, mondial je ne sais pas, mais en tout cas un effondrement de la société, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de boutique, il n'y a plus rien, je crois qu'il y a eu la guerre aussi. Voilà, donc elles vivent toutes les deux en autarcie, enfin en autonomie en tout cas, dans la forêt, elles ont tout un tas de réserves, elles ont un potager, même si je ne trouverai pas le mot. Un des points importants dans l'histoire, c'est que bah forcément ce garde-manger va finir par diminuer et elles vont devoir trouver de la nourriture elles-mêmes. Bref, donc on suit au tout début Nell et Eva, donc le soir de Noël, et elles s'offrent toutes les deux un cadeau un petit peu, alors pas forcément fait main, mais un truc qu'elles ont pu trouver. Donc il faut savoir que Eva était une danseuse classique qui voulait rentrer dans un conservatoire et tout, faire vraiment une vraie carrière de danseuse, comme sa mère. Donc tous les jours elle danse en fait, elle n'a plus de musique, mais elle a... En fait ils avaient aménagé un petit studio où elle pouvait danser, et tous les jours elle va danser pour ne pas perdre son niveau, parce que toutes les deux elles espèrent que la société va reprendre et qu'elles vont pouvoir reprendre leur vie. Donc Eva c'est partir dans ce conservatoire de danse, et Nell est une jeune fille assez, alors pas forcément surdouée, mais très intelligente et très bonne. Alors elles n'ont jamais été à l'école, elles ont eu l'école à la maison, mais du coup elles ont une autre vision, voilà, elles sont en avance sur leur âge par rapport aux autres, et elles sont très intelligentes. Et elle voulait rentrer à Harvard, elle avait été présélectionnée, et en fait au moment où la société s'est effondrée, elle allait vraiment pouvoir y rentrer. Bref, donc on est le soir de Noël, Nell offre à Eva des chaussons de danse qu'elle a un petit peu rafistolés, puisque elle peut plus en acheter de nouveaux, et donc elle a rafistolé des anciens qui étaient très abîmés. Et Eva offre à Nell un cahier, parce que Nell adore écrire, apprendre à écrire. D'ailleurs un de ses passe-temps c'est de lire l'encyclopédie qu'il reste dans la maison pour vraiment continuer d'apprendre des choses, même si même s'il n'y a plus vraiment de moyens d'apprendre. Et donc elle lui offre un cahier, et en fait c'est ça en fait qu'on va suivre, c'est tout ce qu'elle raconte dans ce cahier, leur histoire en fait. Voilà, c'était un très long résumé, excusez-moi. Donc tout d'abord, avant de rentrer plus dans le livre, je voulais vous dire à quel point quand même j'ai du mal avec la mise en page d'Egelmeister. C'est pas imbuvable, mais clairement il n'y a aucune marge, c'est écrit tout petit avec quasiment pas d'espace entre les lignes. Franchement c'est compliqué quoi de... En plus dans ce livre il n'y a pas de chapitre quoi, voilà. De temps en temps il y a des petits... Je sais pas si vous verrez là. Voilà, des petites séparations, mais il n'y a pas de chapitre quoi, donc c'est lourd comme texte. Bref, c'était le seul petit point négatif. Après on va parler des points positifs. Donc tout d'abord j'ai été choquée en fait de voir à quel point ce livre était en avance sur son temps, ou alors c'est vraiment un problème qui est là depuis longtemps. Oui, enfin c'est le cas, c'est un problème qui est là depuis longtemps, mais clairement dont on ne parlait pas avant. C'est les causes en fait qui ont mené à cet effondrement. Je vais peut-être... Attendez, je suis en train de regarder. En gros, il y a un effondrement des devises étrangères, un séisme qui a provoqué la fusion d'un cœur des réacteurs nucléaires de Californie, la crue du Mississippi. Bon, ça, voilà, ça va. Mais après, voilà, il y a une crise du pétrole, des trous dans la couche d'ozone, les forêts disparaissent, les terres ne sont plus... On ne peut plus faire pousser de choses sur les terres parce que il y a eu trop d'usage d'engrais et de pesticides, et du coup, plus rien ne pousse. Voilà. Et plein de chômage, trop d'aide sociale, et du coup les états s'effondrent. Voilà, et des gens après qui sont dans les rues pour se plaindre. Voilà. En tout cas, voilà, tout ce qui est décrit dans ce livre,
pour les causes de l'effondrement sont des choses qui sont en train d'arriver, qui arrivent et à l'heure actuelle. Et voilà, et des fois je me demande à l'heure actuelle quand est-ce que ça va arriver quoi, parce que ça va finir par arriver. Bref, sinon, j'ai adoré aussi dans ce livre les descriptions. Hein, c'est du nature writing en partie, donc forcément il y a beaucoup de descriptions de la forêt que j'ai beaucoup aimé. À un moment, les filles sont obligées un petit peu de trouver à manger autre que ce qu'elles ont. Donc on apprend pas mal de choses sur les plantes. Voilà, et elles se rendent compte quand même qu'elles ont été un petit peu bêtes puisqu'elles sont restées des mois à juste manger ce qu'il y a dans leur potager alors qu'elles auraient eu l'occasion de manger plein de trucs. Par exemple un truc tout bête, c'est-à-dire qu'au début du livre il leur reste des sachets de thé, donc elles se font du thé et à la fin quand elles en ont plus, elles boivent de l'eau chaude alors que la forêt regorge de menthe et d'autres plantes avec lesquelles elles peuvent se faire des infusions. Voilà, donc elles sont un petit peu quand même assez gamines au début et elles espèrent juste le retour à la civilisation, mais non quoi. Et elles doivent vraiment apprendre à vivre au cœur de la forêt réellement et à en tirer parti, voilà. Après je suis pas sûre que ce soit un livre qui plaise à tout le monde puisque c'est quand même, comme je vous l'ai dit, assez lourd au niveau de la mise en page. Et surtout on est beaucoup en introspection avec Nell. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'action, hein, on les suit au quotidien dans leur vie. On a quelques petits retours en arrière sur la vie un petit peu avant tout ça et surtout avec la vie avec leurs parents. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais franchement, un des trucs que j'ai vraiment adoré, c'est vraiment le rapport à la nature dans ce livre. Clairement, la forêt, c'est le troisième personnage principal, quoi, vraiment. Et ça, j'adore. Voilà. Et j'ai vraiment adoré la fin. Ça laisse un petit... C'est un petit peu une fin ouverte, mais d'habitude, j'aime pas ça. Et là, franchement, j'ai trouvé ça tellement un petit peu poétique. Et sur la fin, je me suis presque dit, waouh, j'aimerais bien que l'effondrement arrive bientôt, comme ça, ça se passerait comme ça. Et bon, clairement, à l'heure actuelle, si ça arrivait, moi je serais dans la merde. Hein, voilà, je pense que dans les villes, on est les premiers à clamser, hein, clairement, puisque ça sera la guerre de partout, on n'a pas de quoi faire pousser de la nourriture, voilà. Hein. Donc je sais pas si c'est une bonne idée que ça arrive tout de suite, mais clairement ce livre, oui, donne un espoir différent de ce qu'on pourrait vouloir, mais voilà, j'ai adoré. Et c'était vraiment une très belle lecture et voilà. J'ai juste envie de rajouter, il y a une phrase qui m'a un petit peu marquée dans ce livre, c'est un luxe de se disputer quand on voit sa survie à l'autre. C'est tout à fait ça, donc elles sont toutes les deux et elles sont obligées de compter l'une sur l'autre pour pouvoir survivre. Et voilà, et on peut, dans ce genre de cas, on ne peut pas avoir le luxe de se disputer justement. J'ai trouvé ça très juste et très... Je sais pas, ça fait réfléchir. Bon, je vais essayer de faire assez vite pour le dernier puisque je n'ai plus beaucoup de batterie. Le dernier livre que j'ai lu, c'est Juste après la vague de Sandrine Colette au livre de poche. Et comme je vous l'ai dit, ça a été une énorme déception. Et ça m'a d'autant plus perturbée puisque je n'ai vu que des avis ultra positifs sur ce livre. Clairement, je fais partie de ces gens-là qui... Je comprends pas pourquoi tout le monde a aimé. Franchement, je comprends pas. Donc on se retrouve en fait avec une famille donc, qui vit, alors je sais pas exactement où l'histoire se passe, je crois que ce n'est pas vraiment dit. Bref, une famille qui vit donc dans un village mais à l'écart et surtout ils vivent sur une haute colline, c'est important. C'est une famille très nombreuse puisqu'il y a les deux parents et je crois qu'il y a 9 enfants. Et en fait un jour il va y avoir un volcan qui va s'effondrer dans la mer et qui va faire une énorme vague qui va tout recouvrir, tout le village, et toutes les villes alentours et tout. Eux, ils ont encore leur maison puisqu'ils étaient extrêmement en hauteur. Et du coup, il reste leur maison, mais elle est entourée d'eau, quoi, clairement. Un petit peu plus loin, il y a aussi une autre colline qui a été épargnée où il y a un champ de patates. Voilà, donc c'est un des endroits où ils vont chercher à manger. Sauf que voilà, le temps, 6 jours passent, il n'y a pas de personnes qui viennent les aider, il n'y a rien. Et du coup les parents décident de partir en fait chercher de l'aide.
Sauf qu'ils ont une barque, mais ils ne peuvent pas prendre leurs 9 enfants puisqu'il n'y a pas assez de place sur la barque. Du coup, ils décident d'en laisser 3 sur la colline, quoi, dans leur maison. Évidemment, donc sur leurs 9 enfants, il y en a 3 qui ont des problèmes. Donc une qui est aveugle d'un œil, un qui est... Alors, je sais pas s'il est atteint de nanisme ou quoi, mais en tout cas, il est très petit. Et un troisième qui a une jambe qui se barre en cacahuète. Évidemment, ils laissent ces 3-là, hein, parce que voilà, on peut pas laisser les petits bébés. Et on a besoin des grands pour ramer. Du coup, on va abandonner les handicapés sur la colline. J'ai trouvé ça déjà très limite, bon bref. Et après, du coup, on va suivre les enfants qui vivent un petit peu tout seuls sur la colline, malgré le fait que l'eau monte un petit peu chaque jour. Et on va suivre en même temps les parents qui vont essayer de chercher du secours. Et j'ai tout détesté. Voilà, je ne me suis attachée à aucun personnage, et surtout pas aux personnages principaux. Déjà, j'avais un petit peu l'impression d'être avec la famille Bidochon qui ne peut pas s'empêcher de se reproduire et de faire 15 000 enfants. Voilà, ça déjà, moi ça c'est quelque chose qui me... Voilà, je comprends pas, cette envie de se reproduire à l'infini. Bon après voilà, chacun son point de vue, hein. Si vous voulez avoir une famille nombreuse, tant mieux pour vous. Moi ce sera un maximum et ce sera très bien pour moi, voilà. Bref, du coup voilà, je me suis pas attachée aux enfants, enfin ni aux enfants ni aux parents, ni à rien en fait. Je me suis attachée à personne, je me suis ennuyée, je voyais pas le but et après l'avoir fini, je vois toujours pas le but de l'histoire. Voilà, désolée, la lumière arrête pas de changer, c'est assez agaçant. Bref, donc celui-là, si vous l'avez lu et que vous avez aimé, je veux bien qu'on en discute parce que moi, je comprends pas. Clairement, j'hésite à lire un autre de Sandrine Colette un petit peu pour voir si c'est juste cette histoire ou si c'est l'auteur en elle-même et sa plume qui me dérange. Si vous avez des bons titres de Sandrine Colette à me conseiller, je veux bien pour essayer peut-être de voir. Mais celui-là, non. J'allais dire, c'est pas en plus un livre où il se passe rien, mais il y a quand même des scènes un petit peu... Voilà, il y a un peu d'action de temps en temps, mais non. Voilà, je me suis fait chier, j'ai aimé personne et j'ai pas aimé la fin. Donc voilà tout le monde, c'était tout pour cette update lecture. Je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!